Bonjour à tous et bienvenue sur IQ Invest, la chaîne des investisseurs qualité et des entreprises de qualité. Et aujourd'hui, on se retrouve pour la 4e et dernière vidéo de la playlist méthode 2024 qui a été mise à jour. Il y avait la version 2023 que vous pouvez également toujours aller voir sur la chaîne. Et là, il s'agit donc de la dernière vidéo, à savoir comment gérer son portefeuille. Et surtout, on va répondre à la question fondamentale que l'on se pose tous en débutant en bourse, à savoir quand est-ce qu'il faut vendre une action. Et juste avant de commencer, je vous rappelle que je ne suis pas un professionnel de la finance. Cette vidéo n'est donc pas un conseil en investissement. Vous êtes tous entièrement responsables de vos investissements et investir comporte des risques de perte en capital. Ceci étant dit, donc cette année, j'ai décidé de découper cette méthode non plus en 3, mais en 4 étapes distinctes avec l'analyse quantitative qui permet d'éliminer 80% des entreprises très rapidement et de ne garder que les meilleures pour essayer de battre le marché et de sélectionner les entreprises qui pourront battre le marché. Ensuite, l'analyse fondamentale pour évaluer les fondamentaux et l'avantage compétitif d'une entreprise, l'évaluation du prix pour déterminer un prix juste, pour estimer un rendement et acheter au meilleur prix ses actions tous les mois, notamment grâce à une watchlist, et ensuite donc la gestion du portefeuille que nous allons voir aujourd'hui pour prendre les bonnes décisions pour surperformer à long terme les marchés et surtout ne pas se précipiter et ne pas faire d'erreurs. Également en complément avec cette playlist méthode, vous avez la playlist Gagner en bourse disponible sur la chaîne qui possède pas mal de vidéos explicatives et plus complexes pour approfondir certains sujets comme l'avantage compétitif, les flux de trésorerie ou encore les ratios de valorisation. Déjà, on va se poser la question, pourquoi suivre son portefeuille? Eh bien, tout simplement, suivre son portefeuille permet de contrôler sa performance afin de la comparer à un benchmark. Et pourquoi la comparer à un benchmark? Eh bien, tout simplement, personnellement, mon objectif est de battre le S&P 500. Donc, je compare ma performance au S&P 500, mais vous pouvez choisir un autre benchmark comme le Nasdaq 100 si vous êtes extrêmement ambitieux ou par exemple le CAC 40 si vous voulez uniquement surperformer la France. Mais personnellement, je considère que si on ne bat pas le S&P 500 en stock picking, la stratégie ne sert à rien et il serait dans ces cas-là plus utile d'acheter un ETF puisque si votre partie stock picking sous-performe le S&P 500, achetez un ETF S&P 500 capitalisant et vous gagnerez tout simplement plus d'argent avec moins de frais et en dépensant moins de temps en bourse. Également, il est selon moi nécessaire de suivre ces sociétés et leurs résultats afin de s'assurer que les thèses d'investissement sont respectées. Et donc personnellement, je fais un point une fois par mois à la fin du mois sur l'intégralité de mes positions de mon portefeuille et c'est à ça que servent les vidéos portefeuille sur ma chaîne. C'est à la fois pour vous partager ma performance en toute transparence, mais aussi pour me forcer tous les mois à me poser sur mon portefeuille et à faire une petite rétrospective pour vérifier mes choix et confronter mes choix à la performance du marché, tout simplement car les maths ne mentent pas. Si on est au-dessus, c'est qu'on a fait les bons choix, si on est en dessous, c'est qu'on a fait les mauvais choix. Premier point, il est donc essentiel de calculer sa performance. Et pour ça, il y a deux méthodes qui existent pour calculer sa performance. La Money Weighted Return, qui sont tout simplement les plus-values classiques. On fait le calcul de plus-value, donc c'est-à-dire le montant final moins le montant initial, et on peut l'exprimer en pourcentage. C'est le pourcentage de plus-value que vous connaissez tous quand vous ouvrez votre courtier. Ensuite, on a le Time Weighted Return, qui est la méthode la plus intéressante. Pourquoi? Puisque le TWR, donc le Time Weighted Return, permet d'annuler les dépôts et les retrait du portefeuille et ainsi avoir une performance lissée, notamment si vous êtes comme moi, que vous faites de la DCA et que vous investissez tous les mois, vous faites des dépôts sur votre compte tous les mois en espèces et ces dépôts peuvent grandement fausser votre performance. Et si vous comparez la performance de votre portefeuille à un benchmark, il est essentiel d'annuler ces dépôts et ces retraits pour comparer une performance égale avec le benchmark. Et donc si vous voulez aller un peu plus loin pour les curieux, vous avez un exemple de calcul sur un fichier sheet que je vais vous partager, que vous trouverez en description. Et dans ce cas-là, le Time Weighted Return est calculé en période mensuelle, mais il peut être calculé en période annuelle, hebdomadaire ou journalier. Pour ça, vous faites tout simplement la valeur initiale plus un dépôt. Si vous avez fait le dépôt, vous ajoutez le montant des dépôts ou vous retirez le montant des retraits dans le cas d'un retrait. Ça vous donne la valeur initiale ajustée et ensuite vous pouvez faire la différence entre la valeur finale et la valeur initiale ajustée. Donc soit en ajoutant les dépôts, soit en retirant les retraits. Et donc ensuite ça vous permet de calculer votre performance en Time Weighted Return. Donc n'hésitez pas à aller voir le sheet, à le bidouiller si jamais ça vous intéresse. Il y a tous les exemples de calcul dedans.
Mais ensuite, l'idéal, c'est d'utiliser une application de suivi de portefeuille, et pour ça, il existe de nombreux outils disponibles en ligne pour suivre son portefeuille, mais tous ne se valent pas forcément, car tous n'offrent pas un calcul précis de la performance. Le seul courtier déjà qui propose un suivi de performance sérieux, c'est IBKR, donc Interactive Broker. Donc si vous avez tous vos comptes chez Interactive Broker, vous avez déjà ce calcul de performance que vous pouvez aller consulter, et vous pouvez déjà comparer votre portefeuille au S&P 500 par exemple. Mais vous avez aussi la meilleure application gratuite qui est Portfolio Performance, que vous trouverez gratuitement sur internet et qui permet de suivre son portefeuille très précisément, mais par contre elle est très compliquée à prendre en main, elle est assez lourde, et surtout étant donné que c'est une application qu'il faut télécharger, il faut bien penser à sauvegarder à chaque fois ces modifications. Et puis vous avez l'application IQ Invest également que je développe, vous aurez le lien en description, qui offre un suivi très précis avec un calcul de performance en TWR, une prise en main plus facile que Portfolio Performance, et qui inclut aussi bien évidemment le screener ainsi que la watchlist, qui sont de réelles plus-values. Et vous pouvez aussi également calculer votre performance manuellement et suivre votre portefeuille manuellement via un fichier Sheet ou un fichier Excel. Ça va demander un peu plus de temps, mais au moins vous serez maître sur vos calculs, donc c'est vraiment un trade-off à faire entre les différentes solutions que vous souhaitez utiliser. Mais moi je vous recommande toujours d'essayer d'en avoir plusieurs. C'est assez compliqué à maintenir, mais au moins ça permet de contrôler que chaque solution délivre des performances qui sont correctes les unes par rapport aux autres. Ensuite, personnellement, je garde aussi des principes fondamentaux pour mon portefeuille qui sont des règles de base, et je suis intransigeant dessus. Déjà, pas plus de 20 à 25 positions en action. Actuellement, j'en ai 14 en portefeuille, tout simplement car trop de diversification est mauvais pour la performance. Si vous avez plus de 20 à 25 positions, vous allez tout simplement tendre vers la performance du marché, et ça va être de plus en plus difficile de battre le S&P 500. Donc il ne faut pas hésiter à concentrer son portefeuille sur son top 10, son top 15 pour vraiment avoir une performance qui va aller battre le S&P 500. Plus on est concentré sur ses plus grosses convictions, plus on a de chances de battre le marché, à condition d'avoir fait les bons choix, bien évidemment. Ensuite, j'essaye de garder une part d'ETF comprise entre 30 à 50% de mon portefeuille total. Actuellement, je suis à 44%, tout simplement car j'aime bien garder un socle passif dans mon portefeuille, notamment sur le PEA, et ne pas être à 100% en action. Et je me fixe une durée de détention minimale d'un titre d'environ 1 an, notamment pour limiter le turnover, surtout en cas d'erreur. Si je m'aperçois que j'ai fait une erreur sur un titre, je me force à le garder pendant au moins 1 an. Ça a été le cas sur mes récentes ventes dont on va reparler, tout simplement pour éviter de me précipiter, et ça m'a servi notamment avec Deutsche Börse, puisque je n'ai pas vendu Deutsche Börse grâce à cette durée de détention d'environ 1 an. Et à long terme également, je veux pouvoir garder mes positions pendant plus de 10 ans, les yeux fermés. C'est évidemment l'idéal, ne jamais vendre ses positions. C'est l'objectif que tout le monde doit essayer d'atteindre, puisque plus vous restez longtemps investi sur une position, plus vous avez de chances d'avoir des gains et une performance extraordinaire. Mais du coup, quand est-ce qu'il ne faut pas vendre une action ? Eh bien déjà, il ne faut jamais vendre parce qu'une entreprise est surévaluée. Pour moi, c'est la plus grosse erreur qu'on peut faire en tant qu'investisseur. Il ne faut jamais couper ses positions gagnante, car vous ne savez pas jusqu'où le marché peut aller. Vous pouvez avoir tendance à vouloir prendre vos gains, comme on dit, prendre ses gains en bourse, mais c'est la pire erreur que vous puissiez faire. Si vous aviez vendu Nvidia à 100$, vous avez raté encore une performance exceptionnelle. Idem si vous aviez revendu Novo Nordisk, Broadcom, toutes ces sociétés qui ont explosé, ou même Palantir, toutes ces sociétés qui ont explosé en 2024 et même en 2023, il ne fallait pas les revendre. Il faut toujours laisser courir ces gains, il ne faut pas les couper. C'est vraiment la pire erreur, et si vous devez retenir une seule raison de ne jamais vendre, c'est bien celle-ci. Ensuite, il ne faut jamais vendre une position en moins-value également, si et seulement si les fondamentaux sont toujours respectés et que votre prix d'achat est cohérent avec vos hypothèses. Donc grosso modo, il ne faut pas vendre une position juste parce qu'elle est en négatif, juste parce qu'elle est en moins-value. Vous devez vraiment avoir une justification pour couper une position, notamment soit les fondamentaux ne sont pas respectés, soit vous vous êtes planté sur votre prix d'achat. Dans ces cas-là, la vente peut être justifiée. Et donc du coup, quand est-ce que l'on peut vendre une action ? Tout simplement déjà pour augmenter la qualité du portefeuille en vendant les moins bonnes positions et en se concentrant sur les meilleures. Si vous avez dans votre portefeuille des positions qui représentent 1 à 2% de votre portefeuille, qui sont en train de pourrir et qui sont peut-être de moins bonne qualité que l'ensemble de votre portefeuille, eh bien n'hésitez pas à les couper et à réallouer le capital sur vos plus grosses convictions, ça sera bénéfique pour votre performance. Également, si une erreur d'analyse initiale a été faite, si
Si par exemple vous avez analysé puis acheté une société, mais que vous vous rendez compte 3 mois plus tard que vous vous êtes planté sur votre thèse d'investissement pour X ou Y raison, et que les fondamentaux de l'entreprise sont moins bons que prévu ou ne correspondent pas à ce que vous aviez initialement imaginé, eh bien dans ces cas-là, ça peut être justifié de couper une position et de vendre sa position. Ensuite, si une erreur dans l'évaluation du prix a été faite et que l'entreprise a été achetée trop cher par rapport à l'hypothèse de croissance. Ça également, c'est un point sur lequel on va revenir dans les exemples de vente que j'ai pu effectuer. Mais si vous avez acheté une entreprise trop chère et que vous avez un PRU qui est beaucoup trop élevé par rapport au potentiel de croissance de l'entreprise, eh bien tout simplement, vous serez perdant sur cette position à moyen terme et vous ne voulez pas garder une position sur laquelle vous vous êtes planté soit sur les fondamentaux, soit sur votre point d'entrée. Ce sont deux critères qui sont selon moi assez importants puisqu'un investissement réussi est une pièce avec deux faces. D'un côté, vous avez la qualité de l'entreprise, de l'autre, vous avez la valeur à laquelle vous achetez l'entreprise. Si vous vous plantez sur la qualité, ce sera un mauvais investissement et si vous vous plantez sur votre prix d'achat, ce sera un mauvais investissement. Il faut vraiment les deux pour qu'un investissement soit réussi et également donc si les fondamentaux de l'entreprise ont changé pour une raison X ou Y et que vous n'êtes plus aligné avec ces derniers. Donc si vous avez l'entreprise depuis par exemple 5-6 ans en portefeuille mais qu'elle ne correspond plus à votre thèse d'investissement, que les fondamentaux ont changé, eh bien ça peut être justifié de vendre la position également à ce moment-là. Avant de continuer, je voulais vous faire une petite parenthèse sur ce fichier sheet que vous trouverez également en description. Vous aurez deux liens et vous pouvez tout simplement cliquer ici fichier, créer une copie pour faire votre propre copie et l'utiliser comme template pour votre portefeuille. Mais tout simplement ici, moi ce que j'ai fait pour mon portefeuille et ce qui m'a permis de faire des arbitrages à la fin de l'année, c'est que j'ai fait une première feuille ici où j'ai calculé un score de croissance ou un score de potentiel de croissance de l'entreprise qui est extrêmement simple. J'ai pris la médiane de croissance des free cash flow sur les 10 dernières années ainsi que la médiane du ROIC, donc des Return on Invested Capital, donc les retours sur capitaux investis sur les 10 dernières années. Pour moi, ce sont les deux métriques les plus importantes pour un investissement de qualité puisque la croissance des free cash flow détermine la capacité de l'entreprise à générer du cash, à avoir du cash sur son compte en banque à la fin de l'année et le ROIC détermine la capacité de l'entreprise à générer de plus en plus de capital avec le capital qu'elle investit dans son propre business. Donc si ces deux critères sont respectés, ce sera un investissement de qualité. Et pour ça, vous pouvez ensuite tout simplement faire free cash flow fois ROIC. Donc personnellement, c'est ce que j'ai fait ici pour calculer un score qui est assez arbitraire mais qui permet de classer très rapidement les positions de son portefeuille grâce à ce score et de déterminer quelles sont les positions qui ont le meilleur potentiel de croissance et à l'inverse, quelles sont les positions qui ont le moins bon potentiel de croissance. Et pour ma part, je me suis retrouvé avec une conclusion, c'est que les entreprises européennes sont dans le bas de panier à part Hermès et ASML et on a LVMH, Deutsche Börse, Dassault Systèmes et L'Oréal avec des scores qui sont très faibles et avec des qualités qui sont vraiment inférieures par rapport au reste de mon portefeuille. Et donc ça rejoint le point quand vendre, quand vous avez des entreprises qui sont inférieures en qualité et que vous voulez augmenter la qualité globale de votre portefeuille en coupant les moins bonnes positions et en se concentrant sur les meilleures positions. Premier point. Deuxième point, ici, on a un tableau qui s'appelle CAGR. C'est un tableau qui permet de calculer le rendement potentiel d'une position par rapport à son prix d'achat. Tout simplement, si vous avez suivi la vidéo 3 de la méthode 2024, vous savez maintenant comment calculer un CAGR en fonction du prix actuel de l'entreprise et donc de calculer un prix juste en fonction du prix final que vous avez projeté en fonction de votre hypothèse de croissance et du multiple de fin. Si ça vous paraît flou tout ce que je dis, n'hésitez pas à aller voir la vidéo 3 de la méthode 2024. Je ne vais pas réexpliquer dans cette vidéo comment faire ce calcul. Mais ce qui est très intéressant à savoir, c'est que vous pouvez faire ce calcul à la fois avec le prix actuel de l'entreprise pour savoir si c'est intéressant de l'acheter à l'instant T ou pas. Et dans ces cas-là, ça vous permettra de constituer votre watchlist et de savoir quelle est la meilleure opportunité d'investissement à l'instant T. Mais vous pouvez également calculer votre CAGR par rapport à votre PRU, par rapport à votre prix d'achat et donc par rapport au rendement réel que va pouvoir vous offrir la société par rapport au montant que vous l'avez acheté réellement sur le marché. Donc personnellement, c'est ce que j'ai fait, j'ai renseigné tous mes PRU pour toutes mes positions ici et en fonction de mes hypothèses de croissance et de mon prix final, ça m'a donné donc le pourcentage de croissance potentiel de mon titre sur les 5 prochaines années. Donc ici, vous pouvez voir tout simplement qu'en bas de tableau, on a LVMH, Dassault Systèmes et L'Oréal qui m'offrent très peu de rendement, un rendement quasiment inférieur au livret A pour les 3 et j'ai décidé donc de couper ces 3 positions et de vendre ces 3
3 positions, tout simplement parce que Dassault Systèmes et L'Oréal ont des fondamentaux qui sont trop faibles, une qualité qui est trop faible par rapport au reste de mon portefeuille. Donc ça rentre dans le cas qualité trop faible et réallocation sur de la meilleure qualité. Et ensuite LVMH, tout simplement puisque je l'ai acheté trop cher, j'ai un PRU qui est trop élevé, j'ai donc fait n'importe quoi sur mon prix d'achat, et donc dans ces cas-là, je préfère également couper pour reconcentrer mon capital ailleurs sur de meilleures perspectives de rendement. Et vous avez soit le CAGR du PRU uniquement avec la perspective de croissance des free cash flow par action, soit vous avez également le CAGR total. Ici, j'ai pris en compte en plus le taux de dividende sur les 10 dernières années, donc la médiane de rendement en dividende de l'entreprise sur les 10 dernières années. Ça permet de calculer un CAGR en prenant en compte les dividendes, en sachant que je les ai calculés net d'impôts, en ne prenant en compte que 70%, donc pour retirer le montant des impôts de 30%. Donc n'hésitez pas à copier ce tableau, à vous en servir pour votre portefeuille. Vous pouvez tout simplement l'adapter et ça va vous permettre de prendre de meilleures décisions, je l'espère. Ensuite, bien évidemment, il est extrêmement important de suivre ces sociétés. Si vous avez des sociétés en portefeuille, vous devez les suivre et c'est pour ça qu'il est conseillé également de ne pas avoir plus de 20 positions en portefeuille car ça commence à être très compliqué à suivre. Donc il est extrêmement important de regarder les résultats de ces sociétés. L'idéal est d'écouter les conf calls, donc les conference calls, et de lire les transcripts tous les trimestres sur les sites Investor Relations de chaque société. Pour ça, vous tapez le nom de la société dans Google, suivi de Investor Relations, et vous allez tomber sur le site avec tous les résultats, normalement trimestriels, mais ça peut être semestriel pour les sociétés européennes. Si vous n'avez pas le temps d'écouter les conf calls ou pas l'envie ou que vous avez du mal avec l'anglais, vous pouvez aussi utiliser l'application IQ Invest. Comme vous voyez à droite, il y a tous les transcripts qui sont disponibles et vous pouvez les résumer en un clic en français avec ChatGPT. Et ça, honnêtement, c'est un gain de temps énorme. Personnellement, je m'aperçois que je m'en sers quasiment systématiquement. En général, j'essaye d'écouter le conf call, de regarder les slides d'annonce de résultats et ensuite je fais toujours le résumé avec ChatGPT pour voir si je n'ai pas manqué une info et ça me permet de recontrôler très rapidement les résultats de la société. C'est vraiment super pratique. Et maintenant, pour conclure, donc suivre son portefeuille est essentiel pour s'assurer que notre stock picking bat le S&P 500. Si ce n'est pas le cas, vous savez ce qu'il vous reste à faire, acheter un ETF. Ensuite, respecter une concentration de 20 à 25 positions maximum au sein d'un portefeuille. Et également, il ne faut pas vendre n'importe quand. L'idéal est même de ne jamais vendre, sauf pour des raisons bien réfléchies, comme on les a mentionnées un petit peu plus tôt dans la vidéo. Également, il faut suivre ses résultats, il faut suivre les résultats de ses positions, c'est crucial. Si possible, écoutez les conf calls, sinon résumez au moins les transcripts, soit manuellement avec ChatGPT, soit depuis l'application IQ Invest en un clic. Et voilà, donc la méthode est terminée. J'espère qu'avec ces 4 vidéos, je vous ai donné toutes les clés pour réussir avec l'investissement quality. D'après mon humble expérience, ça fait maintenant 2 ans que je fais de l'investissement quality et j'ai acquéri pas mal de compétences. J'ai surtout fait beaucoup d'erreurs, ça m'a permis d'ajuster ma stratégie, de prendre en compétence, de mieux réfléchir mes choix d'investissement et c'est pour ça que j'ai rajouté cette 4e vidéo à la méthode 2024. Et voilà, merci à tous, merci à ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Comme d'habitude, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu sous la vidéo. Si vous avez fait des arbitrages dans votre portefeuille, dites-moi en commentaire quelles sont les positions que vous avez vendues et pourquoi. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne. Allez me suivre également sur Instagram @iq-invest.fr. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.